Et bonjour, et on continue après la semaine dernière. Vous pensiez qu'on avait fait toutes les pièces? Eh ben non, parce que Marius, il en a trouvé d'autres. Marius, bonjour et bienvenue. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, tu aimerais nous parler d'une autre dimension, d'une autre pièce que cet auteur n'avait pas vue, et toi, elle te semble importante. Ouais, ben, merci de, de revenir à la charge, David. En effet, je rallonge les trucs. Non, c'est pas juste pour allonger, pour le fun de pouvoir discuter avec toi. Je pense qu'il y a des pièces, alors, il y en a tout plein, mais il y en a qui sont clés dans le contexte aussi de ces nouveaux lieux de vie communautaire chrétienne. Et c'est peut-être pas un hasard que George Lynx ne les mentionne pas. Je constate que c'est des pièces qui, dans le contexte actuel du XXIe siècle, dans le contexte communautaire ou aussi dans le contexte des églises en général, souvent, je sais pas, on les oublie ou elles Mhm, ne n'intéressent pas vraiment. Et la première pièce, en fait, dont j'aimerais en parler aujourd'hui, je vous l'affiche rapidement, ça paraît anodin, mais c'est la porte. Et quelque part, le mur, l'enceinte, la muraille. mhm, Alors, ça paraît anodin, parce qu'à l'époque, enfin, à l'époque moyenâgeuse, on avait souvent, il fallait protéger hein, les villes aussi, ou les villages, il y avait des bourgades, ils étaient entourés d'une enceinte, et donc il y avait une porte. Mais la porte, en fait, c'est un espace charnière pour une communauté, mais qui est souvent négligé. C'est un lieu de... Enfin, qu'est-ce que tu dirais, toi? À quoi sert la porte? C'est une question un peu bête, mais plus euh, une fois. à pas avoir de La courant porte. d'air. Exactement. Bien s'enfermer. Non, Éviter. Donc, si j'extrapole par rapport aux communautés, j'imagine que c'est la façon dont les gens entrent dans une communauté ou sortent d'une communauté, parce que j'imagine qu'il y a cette dimension à imaginer, à anticiper, à penser. Est-ce que c'est là que tu veux nous emmener? Au niveau de la porte, c'est un des éléments. En effet, en fait, tu viens d'en donner deux. Et je pense que les deux sont importants. Ah, c'est parfait. C'est entrer dans une communauté, mais aussi sortir. Ouais. Avant peut-être de s'attaquer à la porte en tant que soi, il y a une porte parce qu'en fait, il y a une enceinte, une muraille. Ah, mais oui. Et la question, c'est, OK, au Moyen Âge, on comprend, etc., les animaux sauvages, ce qu'on oublie aujourd'hui des fois, etc. Donc, il fallait se protéger, les brigands, que sais-je. La question, c'est, aujourd'hui, enfin, enceinte ou muraille, ça, c'est très négatif. Est-ce qu'il y a besoin d'une enceinte ou d'une muraille? Alors, pour provoquer un peu, je dirais, toutes les églises que je connaisse, elles ont leur muraille invisible. Et si j'amène mes amis qui ne sont pas du tout chrétiens, ou une partie de ma famille qui n'est pas chrétienne, et je les amène dans une église, presque quelle que soit la dénomination, eux, ils vont ressentir une espèce de barrière invisible qu'ils franchissent. Et malheureusement, souvent, c'est pas parce qu'ils ont tout à coup, baf, la présence de Dieu, mais parce qu'ils se rendent compte que, oula, oula, ils parlent différemment, ils se comportent différemment, je suis le bienvenu, ou je suis pas le bienvenu, que sais-je. Hmm. Mais sans entrer là-dedans, la question se pose quand même, mais est-ce qu'il y a, donc je ne parle pas de ces enceintes-là, mais plutôt des enceintes culturelles ou de ces murailles culturelles qui rendent l'accès difficile. La question c'est, est-ce qu'une communauté a besoin aujourd'hui encore d'une muraille, disons ça plus facilement, d'une enceinte? Et moi je dirais, il y a une dimension qui est clé, c'est la dimension de la confidentialité. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, et je pense là, cette forme d'église plutôt communautaire, c'est beaucoup plus spécifique pour elle que peut-être, ou plus important que peut-être dans le contexte d'une église que, je sais pas, il y a 10 000 personnes qui rejoignent en même temps ou qui se retrouvent pour un culte. C'est si tu partages ta vie de manière intense, euh, vraiment, au travers d'un cloître et autres, tu apprends plein de choses sur la vie des autres, Mhm. la vie privée, la vie professionnelle, relationnelle, quelque chose, c'est des choses sensibles. Et là, il y a vraiment besoin de se rendre compte que la dimension de la confidentialité, elle est importante. Et ça paraît anodin, oui, c'est logique, hein. Mais en fait, c'est vu que tu apprends plein de choses, des fois dans la tête, tu sais plus très bien ce que tu as appris de qui, et puis surtout, qu'est-ce qui est confidentiel et qu'est-ce qui l'est pas.
Et c'est un truc un peu à se gaffer, de ça je parle de mon expérience personnelle, parce que, ben voilà, par exemple, nous, on se connaît bien, on se fréquente, etc., on cause, et vu que je te connais, que je sais plein de choses de ta vie, de ta famille, de ton machin, etc., tout à coup, dans un contexte où c'est pas approprié, je partage des choses que je ne suis pas censé partager. Et ça, c'est quelque chose Mhm, à vraiment, j'en dis, une prise de conscience qui est importante, en particulier dans le contexte d'une église avec cette dimension communautaire. Mais c'est pas uniquement qu'est-ce qu'on apprend de nous-mêmes, c'est aussi que dans le contexte d'une communauté de vie et de prière, souvent ces églises sont mandatées par des gens qui disent, écoutez, on a besoin de soutien de prière. Quand tu fais appel à une équipe purement, comment dire, prophétique ou d'intercesseurs, l'avantage, c'est que, je ne sais pas s'ils sont formés, mais ils ont cette prise de conscience. Ce qu'on me dit là actuellement, c'est confidentiel. Mais dans le contexte d'une communauté, où tu as peut-être, je sais pas, une dizaine de familles, tu as des papas, des mamans, tu as des adolescents même, et puis des gens, ils te partagent des choses, peut-être des difficultés, des défis, des attaques dans leur milieu professionnel. Prier, et c'est là où il faut se rendre compte, prier pour quelque chose ou intercéder ne signifie pas divulguer. mhm, Et moi, j'ai moi-même vécu des exemples qui étaient peut-être mal appropriés, on a mal fait les choses. Par exemple, où une personne se confie à quelqu'un de la communauté, pas à moi, qui parle d'un sujet délicat. Ça peut être des maladies, enfin des choses difficiles dans une situation familiale ou professionnelle, qui dit, écoutez, on a besoin de soutien. Est-ce que vous seriez prêt à nous soutenir en prière? Ah bah, ça, mhm, c'est un des mandats d'une communauté de prière. Oui, on prie volontiers pour vous. Donc, OK. Mais maintenant, le fait qu'on prie pour quelqu'un, pour une situation, n'implique pas que j'ai l'autorisation ou que tous les membres de la communauté ont l'autorisation de communiquer non seulement à l'extérieur, mais aussi de s'adresser à cette personne. Et je me rappelle une expérience douloureuse, quelqu'un qui s'est confié à quelqu'un d'autre de notre communauté, quelqu'un d'externe, un membre de la communauté. Son épouse, vraiment grande maladie, très difficile, enfin tu vois le truc, la chémothérapie, enfin tout ce genre de trucs. Puis tout à coup, parce qu'on croise ces gens et on priait depuis des semaines pour cette personne, tu les croises dans le village, et puis certains de notre communauté ont dit, ah mais comment elle voit ton épouse? Et cette personne, bien qu'elle ait mandaté la communauté, elle l'a mal vécu, dans le sens, mais j'avais pas envie de discuter avec tous les membres de la communauté sur l'état de santé de mon épouse. Donc ça, c'est une mhm. chose où j'aurais dit cette dimension un peu muraille enceinte invisible, mais de confidentialité me semble importante. Puis il y a une deuxième dimension, je parle d'enceinte, si c'est OK, David. Ouais, ouais. Parce qu'on a déjà partagé sur l'hospitalité, hein, autour de la table, à quel point c'est important, que c'est le Seigneur qui envoie les gens. Mais dans le contexte d'une communauté, il y a aussi la question, c'est jusqu'où est-ce que tu peux, enfin, te lancer en tant que communauté au niveau de l'hospitalité ou de l'accueil. Et là, il y a deux dimensions. Moi, je me rappelle, je prends un exemple concret. En tant que famille, donc famille, enfin mon épouse et moi, avec nos quatre enfants, on a décidé d'ouvrir notre famille pour accueillir des gens à l'intérieur de la famille. Pendant 10 ans, on avait une famille qui n'était pas 6 personnes, mais entre 8 et 12. Mais du moment que tu vis dans une communauté, c'est là que ça se différencie du contexte d'une église qui n'est pas communautaire. Ces gens-là, que moi j'accueille dans ma famille, bah, tout à coup, ils partagent les lieux de la communauté. Et vu que, par exemple, on a accueilli des filles qui venaient d'un milieu un peu douteux, délicat, difficile, qui, eux, ont des liens ensuite avec des macros, des machins, des cogneurs et autres, il est compréhensible, du moment que tu accueilles des gens comme ça, que ça a un peu mis en alerte les autres familles qui ont des petits-enfants Mhm. de la communauté, ce qui est compréhensible. Oui. Vraiment. Du style, ouais, non, mais attends, on va tout à coup se retrouver avec des, enfin, je sais pas, des gars avec des couteaux et des flingues qui se baladent dans notre jardin, euh, ou bien des familles qui accueillent des gens avec des dépendances, enfin, des addictions ou autres, tu vois. Euh, je pense cette dimension-là, il faut être sensible dans le contexte communautaire. Comment est-ce qu'on gère ça? Parce que j'accueille peut-être dans ma famille, mais vu que ma famille fait partie d'une communauté, en fait, ces personnes-là vont se retrouver pas isolées quelque part dans un quartier, puis il y a juste la famille frère, mais vont se retrouver dans tous les lieux de la communauté. Et si tu as des gens suivant dans l'état de fragilité où ils sont, et que tu as plein d'enfants enfin, qui jouent également, il y a des questions qu'on a dû discuter en communauté. Donc c'est là où je vois l'importance de discuter quand même de l'enceinte, entre guillemets, invisible d'une communauté, se dire qui est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on accueille et jusqu'où on va.
Ou comment est-ce qu'on fait quand on a des gens qui sont à l'intérieur de la communauté, ce qu'on vivait souvent, par exemple, on a un petit parc hyper sympathique, bah, ça attirait des gens. Alors, ça attirait souvent des étrangers et autres, par exemple des gens des Balkans, parce qu'ils voyaient la vie et ça leur manquait un peu en Suisse en tout cas, même si on est un joli pays, une belle région, mais cette vie un peu vive, enfin ce truc un peu bouillonnant, avec plein d'enfants qui se courent après, etc., un peu chaotique. Et quand ils voyaient ça, bah, ils venaient tout simplement et puis ils s'asseyaient au milieu du parc. Et tu fais comment? Je me rappelle qu'un jour, un de mes amis, il a découvert un chaman qui venait d'ailleurs régulièrement. Et bon, bah, il venait, il cueillait d'ailleurs les fruits, il cueillait des fleurs. Et mon ami, il a accosté, il a dit, mais bonjour, vous vous rendez compte que, enfin, il était un peu, ça se voyait bien, un chaman blanc d'ailleurs. Donc c'était assez spectaculaire à voir. Les filles, les enfants ou mes filles trouvaient ça marrant. Mais quand il commençait à cueillir des plantes et puis à arracher des fleurs, un membre de la communauté il a dit, mais enfin, vous faites quoi là? Bah, je cueille la fleur. Puis, mais vous vous rendez compte que vous êtes quand même sur un terrain privé? Ah, mais là, dans le monde de la nature, il n'y a pas, la terre n'est pas privée. Ce qui est quand même une réflexion intéressante. J'ai dit, ouais, mais là, vous cueillez une fleur. Ah, mais j'ai parlé à la fleur et puis elle m'a dit que je pouvais l'accueillir. Donc, des fois, tu vois, tu as des gens assez quand même aux coutumes étranges. Et là aussi, en tant que communauté, il faut discuter comment est-ce qu'on gère ça. Mm. Parce qu'entre celui qui a le cœur hyper ouvert, ce qui est cool, mais peut-être qu'il faut aussi dire, il y a peut-être des limites, qui accueille tout le monde, qui dit, bah, vas-y, faites seulement à votre aise. Et puis celui qui sort le fusil, j'exagère un peu, ou le flingue, ou j'en sais rien, l'arbalète, pour foutre tout de suite dehors. En tant que communauté, ça, c'est des points de discussion, où il faut vraiment dire comment est-ce qu'on gère ça. Mm. D'où l'importance de discuter de l'enceinte. Voilà, pour l'enceinte. Et clairement, et cette enceinte, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur ce qui est à l'intérieur de la communauté et ce qui est à l'extérieur. Euh, J'aimerais en profiter pour faire une petite parenthèse sur la première de nos communautés, qui est notre famille. Il y a, je crois, une petite enceinte aussi à mettre en place, une protection par rapport à ce qui se vit dans une communauté, c'est nos enfants. Quand j'étais enfant, j'étais au courant de énormément de choses que je n'aurais pas dû savoir en tant qu'enfant. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais copain avec les enfants des pasteurs. Et c'est pas normal. J'aurais pas dû savoir tout ça. Aujourd'hui, avec mon épouse, tous les soirs, quand je rentre, on a un petit moment café. Et les enfants le savent. Des fois, ils râlent, ils sont pas contents, mais ils vont dans leur chambre, ils vont faire leurs devoirs. Et papa et maman, on va discuter de choses et d'autres, peut-être qui concernent que nous, peut-être qu'on va discuter de rien, mais peut-être qu'on va aussi parler de ce qui se vit dans notre communauté. Et on va aborder des sujets que nos enfants n'ont pas besoin d'entendre. Et en fait, euh, moi, je suis reconnaissant à mon épouse d'avoir mis en place ça parce que, ben, en fait, ça les protège. Il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Et puis ça protège aussi la confidentialité des personnes. Et donc c'est une hygiène de vie. Chez nous, on ne parle pas devant les enfants de ce qui ne les concerne pas. Et tu vois, c'est une petite... c'est la même chose. Mais là, c'est pour protéger ceux qui sont à l'intérieur de la communauté. Ouais, merci de compléter. J'aurais pas pu le dire mieux, quoi. Dans le sens, c'est important. Il y a aussi une enceinte invisible au niveau famille, d'abord au niveau de la famille, Ouais. pas tout ce qui se passe. Je parle pas du fait de cacher des choses. Mm, Et il y a, je pense, la cellule de base en compréhension de l'écriture, c'est définitivement la famille. Et même si on est une vie communautaire, il y a des choses qui se discutent à l'intérieur déjà de la famille, qui ne concernent pas tout le monde. Et à l'intérieur de la famille, en effet, je trouve un très bel exemple. Je crois que ça, c'est hyper important. Dire si un couple ou une famille va mal dans la communauté, il est normal que si tu fais partie de la communauté en tant qu'autre famille, en tant qu'ami, tu vas vouloir discuter ça avec ton partenaire ou enfin, ton mari, ta femme. Mais c'est pas quelque chose qui concerne les enfants, mm, qui leur fait pas du bien aussi et qui n'amène rien. Donc merci d'avoir complété, c'est très important. Ouais. Et ça, il faut être sensible. C'est des choses qu'on rencontre peu ou j'aurais dit de manière moins aiguisée dans le contexte d'autres formes d'église. Parce que là, ça mhm, devient très proche et ça peut créer beaucoup de dégâts. Ou ton ouais, exemple personnel. Ouais. mhm. Bon, donc cette porte, c'est un lieu de passage. Euh, C'est un passage, c'est un lieu de passage officiel, c'est un lieu de passage, chacun passe par où il veut. C'est quoi la question à se poser en tant que communauté? Parce qu'une porte d'enceinte, c'est facile, on sait où elle est. Mais pour une communauté. Ben,
J'aurais dit oui, c'est justement le passage officiel. Jésus dit d'ailleurs celui qui ne passe pas par la porte, c'est le brigand, hein, qui utilise d'autres entrées ou des fenêtres ou que sais-je, ou des brèches dans la muraille. Je pense que la porte, c'est le lieu de passage, de transition officielle, entrée et sortie. Et pour une communauté, je pense qu'il y a là aussi, de nouveau, il y a différents strates, si tu veux. Mais d'abord, c'est le lieu d'entrée, ne serait-ce que des visiteurs. C'est l'endroit, entre guillemets, enfin, d'accueillir des gens. Donc ça, c'est des questions, on ne va pas les élaborer ici dans cette interview ou dans cette discussion, mais comment est-ce que tu accueilles, on en discutait un peu tout à l'heure, comment est-ce que tu accueilles des gens. Si tu accueilles des gens, des gens viennent au sens figuré ou littéral frapper à ta porte, hein, Hmm. qu'est-ce que tu peux leur proposer aussi? Chez nous, ça crée beaucoup de problèmes si tu dis, ah bah tu peux venir, écoute, ouais, tu viens pour 3 mois, il n'y a pas de problème. Mais en fait, les autres membres de la famille, de la communauté, ils ne sont pas du tout au courant. Ils se disent, mais attends, mais l'appartement d'hôte ou la chambre d'hôte, elle est prise. Enfin, donc, c'est un potentiel à conflit si tu ne le règles pas correctement. Ouais. Donc, ne serait-ce que pour les invités, comment est-ce que tu gères ça? C'est quelque chose, j'aurais dit, dans le contexte d'une église, peut-être qui a une structure beaucoup plus large, c'est différent parce que c'est une équipe qui fait ça. Mais du moment que ça se mélange avec le quotidien, avec la vie familiale, il faut quand même définir un peu les processus et les manières de faire. Mais c'est aussi la porte d'entrée pour ceux qui aimeraient rejoindre une communauté. Et là, j'aurais dit, il y a différentes manières de le faire. Mais la question, c'est que signifie rejoindre une communauté et qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un. Et là, je pense que chaque communauté est invitée à développer, moi j'appelle ça sa règle de vie communautaire, et Bien pas dans sûr. le sens le gros bouquin monstrueux. Dans le contexte de nos communautés, ce sont quelques pages à quatre, on appelle ça des tablettes, en fait, euh, une page à quatre pour chaque sujet qui mettent ensemble les choses importantes à savoir. Et c'est là, alors c'est vrai que là, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, hein, puis on parle des nouveaux lieux de vie communautaire, c'est-à-dire, moi j'aurais dit, c'est ce qui se dessine à partir du 21e siècle, un peu, à partir des années 2000, peut-être 1990 et plus. Ça se différencie un peu de ce qu'on voit avant. Dans les Mhm. anciens ordres monastiques, hein, ça on le connaît tous, c'est la profession de foi, enfin, de ses vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, etc., qui d'ailleurs a été répliqué, je me permets un peu ce détour historique, dans la première et la deuxième vague de nouveau monachisme. Hein, les communautés aujourd'hui dont les membres, j'aurais dit une trentaine, cinquantaine d'années d'existence, voire soixantaine, ce sont des communautés qui ont démarré dans les années 60-70. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été fortement influencées, j'aurais dit quand même par ouais, les années 70 à ce niveau-là, où tu avais cette dimension peut-être à contre-courant, ben, nous, on se lance à vie, on partage tous les biens, etc. C'est souvent des communautés aujourd'hui qui ont des difficultés de trouver des jeunes familles qui les rejoignent. Mhm. Si on parle côté business, c'était tu signais un CDI, hein, plutôt à ce niveau-là. Et Ouais. aujourd'hui, j'aurais dit dans les communautés plus jeunes, plus récentes, dans mes communautés, ou ce qu'on nous on a construit, j'en fais partie, c'est plutôt des CDT. Donc, il y a des communautés, par exemple, dans nos communautés, souvent on démarre avec des gens qui ont envie de vivre ça. Pour les communautés qui ont démarré ou qui démarrent quelque chose, moi je propose de quand même se dire, écoute, je fais ça au moins 5 ans. Mhm. Oui, si la vie part complètement à la dérive, le Seigneur parle différemment, bon, il y aura des exceptions, mais je pense que c'est important de pouvoir se lancer dans un truc, dans un projet de cette envergure et se dire, j'y reste. Enfin, l'intentionnalité, elle est claire, on est là 5 ans. Mhm. Ouais. Et après, on a renouvelé en fait un peu nos vœux, si tu veux, nos promesses, chaque fois pour une durée de 2 ans. Et je crois que c'est quelque chose d'important d'oser aussi de se donner quand même cette durée. Alors, ce qui fait que ben, dans ma communauté d'origine du Vieux-Menard, et aujourd'hui, il y a des gens que ça fait presque 20 ans qu'ils y sont. Ouais. Mais, alors, je ne sais pas si c'est une concession à l'esprit du temps, mais moi, l'idée me plaît quand même de se dire, ben, on se lance pour une idée, c'est quand même un sacré projet, Ouais. mais j'ai l'impression que on ne construit rien à ce niveau-là pour l'éternité. Je le verrai aussi pour les autres églises d'ailleurs, où on maintient des choses en place, j'aurais dit, avec, même s'il faut se crisper, puis ça devient rigide, des fois il faudrait se dire, écoute, on laisse couler, et puis on recommence à zéro. Donc moi j'aime bien ce côté en fait CDT à ce niveau-là, avec une durée qui n'est pas indéterminée. Voilà un Ouais. peu
ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que je conseille de mettre en place pour des communautés qui aimeraient se lancer? Ça me parle bien. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, autant réfléchir à comment on entre dans une communauté, c'est quelque chose qu'on va quasiment tous faire. Enfin, on est obligé. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a un point qu'on aimerait mettre de côté, et parce qu'on n'y pense pas ou on ne veut pas y penser, c'est prévoir une sortie. Et je crois que c'est important aussi de prévoir et de l'anticiper et que ça soit, pour que ça se fasse de façon fluide et correcte. Qu'en penses-tu? On dirait que tu as de l'expérience, David. Il y a du vécu là-dedans. Oui, en effet. Non, mais enfin, c'est clé. D'abord, la dimension non seulement entrée, mais sortie. Alors, je sais que c'est un truc qu'on n'a pas du tout envie d'en parler, et puis ça n'existe pas. Mais la réalité, c'est que ça existe. Mm, Donc, si tu n'anticipes pas, si tu ne te poses pas la question, mais comment est-ce qu'on fait si, pour une fois, ben, moi, je pense que ça devient très vite très compliqué. ouais. Dans ma toute première communauté, la communauté du Vieux Manoir, on l'a fait pas just in case, mais on l'a fait just in time. C'est-à-dire, en fait, avec une famille avec lesquelles on a démarré, donc, je le mélange là à un exemple concret, des amis, hein, lui, c'est un pote d'enfance quasiment, on a vécu en coloc ensemble pendant bien des années et tout. Euh, et c'était une famille qui était, enfin, chaud pour se lancer dans ce truc. Mais après une demi-année, 9 mois, ils ont dit, écoute, c'est pas du tout nos trucs. Et là, en fait, on s'est fait, en guillemets, pris de court du style, on s'attendait pas à ça. Ouais. Pas parce qu'on voulait pas, mais on venait juste de démarrer. Mhm. Ça nous a simplement montré que, par exemple, cette forme aussi de suivre Jésus, cette manière de vivre à la suite de Jésus, de vivre l'Église, moi je dirais aussi c'est pas non seulement c'est pas la seule forme, mais c'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde se sent à l'aise dans ce Tout à contexte. fait. Et c'est important d'en tenir compte. Mm, Donc la question, on s'est retrouvé très vite en fait, confronté dès le début à cette question. Oh, une famille des pionniers a envie de quitter déjà après 9 mois. Et ouais. ça a déclenché des discussions assez délicates dans la communauté entre ceux qui sont venus nous voir, du style ah ben maintenant là, non mais ça va, enfin ça va pas du tout, ça va pas du tout. Mm, Il faut les remettre à l'ordre, tu vois. Euh, on s'est pris vraiment du temps pour prier, pour écouter le Seigneur, et on avait l'impression que le Seigneur lui disait la porte d'entrée et la porte de sortie, ils ont la même taille. mhm. Et il est important de laisser partir des gens. Alors, que ce soit, comment dire, il n'y a pas une histoire de bien ou de mal ou de justification. S'ils veulent partir, laissez-les partir. Mhm. Et si vous les laissez partir, essayez de les laisser partir vraiment dans une bonne atmosphère, sans casser encore plus de vaisselle et d'écraser le reste de la céramique qui se trouve dans la cuisine, tu vois. Mhm. Donc on est très vite, on s'est retrouvé confronté à ça, et je suis très très reconnaissant aujourd'hui en fait à ce qui s'est passé avec cette famille. C'est marrant, ils ont quitté la communauté en paix. On a réussi à bien se séparer vraiment. On est restés amis et ils habitent aujourd'hui à, j'aurais dit, au vol d'oiseau à 2 km du centre de la communauté. Ils ont acheté une grande ferme, tout seul, au milieu d'un champ entre guillemets, isolés, si tu veux, sont Mhm. très hospitaliers, mais à leur façon. Donc, eux, ils adorent inviter des gens qui viennent chez eux, mais c'est eux qui gèrent le tout, c'est eux qui ont ça en main. Et ils ne se sentaient pas à l'aise avec tous ces gens. Enfin, tu vois, tu te lèves le matin, tu sors enfin, voilà, tu sors de ta cellule, entre guillemets, ou en tout cas, j'aurais dit, de l'appartement familial, tu te retrouves confondé avec une tête de nœud qui dit, oh, mais j'ai pas envie de la voir. Les gens, ils voient peut-être que certaines choses, tu les gères moins bien que tu pensais. C'est OK. Mm, ouais. Et ils vivent aujourd'hui ce qu'eux, ils ont dans leur cœur. Mais cette expérience, en fait, déclenché deux choses. La première, c'est qu'on a introduit immédiatement une année, on appelle ça de noviciat, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, tu rentres jamais dans un ordre monastique, dans une communauté de monachisme, sans, enfin, c'est juste l'expérience. Tu le Ouais. fais normalement une année à thèse, 2 ans, 3 ans, que sais-je, avant de professer tes vœux. Et je crois que c'est quelque chose c'est sage. Les anciens moines, frères, sœurs, que sais-je, ils ont compris ça. Et nous, on Ouais. introduit ça chez nous aussi. Ils ont dit, quiconque se joint, bah, il vient pour une année. Et après une année, il peut juste dire ciao tutti sans devoir s'expliquer. Et Mhm. faire ça pour la communauté. C'est pas un truc que vous êtes nul, c'est chiant, c'est juste
c'est pas mon truc et c'est OK. Donc, Ouais. je crois que c'était important de se dire si tu viens, après une année, tu n'as pas besoin de te justifier, tu vois, ou quoi que ce soit pour partir. Tu peux dire, écoutez, les gars, c'était une belle année et je repars. Mhm. Dans ce cas-là, sois béni et que tu suis ton chemin, que le Seigneur te mène toi et ta famille. Et la deuxième chose qu'on a introduit, c'est en fait un rôle. On a appelé ça parce qu'on s'est rendu compte que les moines ou ces anciens abbayes, ils avaient un frère ou une sœur à la porte. Et c'était pas le gatekeeper, en fait, ni le chasseur, en fait, tu vois, pour les restos, ou celui qui est le gros balèze qu'on met aujourd'hui aux portes de nos discothèques et autres bars. Mais en fait, parce qu'à l'époque, quand tu venais frapper à la porte, bah, tu ouvrais des fois, tu as vu, tu ouvrais une petite porte d'abord, enfin une espèce de petite fenêtre, enfin un hublot là, et tu Mhm. regardais qui se trouvait en face. Et c'était au frère ou à la sœur qui se trouvait à la porte de décider est-ce que j'ouvre la porte ou pas. Mhm. Aussi pour des invités. C'est quelque chose de clé, parce que tu devais dire, mais celui qui frappe là à la porte, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est un pèlerin, un hôte de passage, un voleur, un brigand, ou que sais-je? Donc tu mettais quelqu'un avec de l'expérience à cette porte. C'est pas le job pour le nouveau, le petit novice. Mhm. C'est un peu, si j'ose prendre la, je sais pas, si j'ose comparer aujourd'hui dans le contexte très différent, mais de l'hôpital ou des soins, enfin, c'est le médecin de triage. Moi, j'ai travaillé à l'étranger aussi dans des situations avec des corps qui travaillent en cas de crise ou de catastrophe. Ben, quand tu as un afflux, et puis on l'a vécu un peu pendant le Covid, hein, quand tu as un afflux énorme de patients ou de blessés ou que sais-je, tu as besoin de gens qui, tout devant, au front, vont trier. Et c'est un job hyper exigeant. Mhm. Trie, il dit, lui, là, celle-là, ici, toi, t'attends, lui, désolé, on ne peut plus rien faire. Donc le médecin de triage, c'est un médecin souvent parmi les plus expérimentés. Et moi, c'est la même chose, si je referme cette parenthèse, pour le frère ou la sœur à la porte. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Euh, Nous, on a mis des gens, en fait, qui, j'aurais dit, ont souvent de hautes compétences pastorales au sens positif, donc très proche des gens, un cœur pour les gens, donc pas le grand sceptique, je veux dire, à la porte, mais avec vraiment des dons de discernement. Et ce rôle, on l'a donné souvent à un homme et une femme dans la communauté, qui n'est pas uniquement pour les invités du tout, mais qui est responsable vraiment d'introduire des nouveaux arrivés dans la communauté pendant toute une année. Mhm. C'est un processus, ou d'aider ceux qui partent à quitter la communauté. Et je crois la dimension de partir, c'est pas uniquement dans l'exemple comme je t'ai donné maintenant, par exemple de quelqu'un qui se sent pas à l'aise dans ce modèle d'église, Mhm. mais c'est comme par exemple ma famille. On a quitté, maintenant il y a presque 3 ans, notre communauté d'origine pour venir ici en terre neuchâteloise pour implanter une nouvelle communauté dans le Ouais. monde francophone. Mhm. Et le rôle de ces deux, on les appelait des portiers, dans notre communauté, il était clé pour nous en tant que... Enfin, nous, on ne voulait pas chaque fois s'adresser à toute la communauté avec nos problèmes, nos questions, etc. Mais non seulement ils étaient importants pour nous en tant que famille qui partait, même si on est parti dans le sens, non seulement en paix, mais on était envoyés, mais aussi pour la communauté qui est restée en fait, parce que ça Mhm. a créé un vide, Ouais. un contexte communal et enfin communautaire. Et comment gérer aussi la communauté, comment restructurer, réorganiser, comment combler entre guillemets ce vide, c'est un truc Mhm. hyper clé. Et ça, il faut anticiper. Ouais. Mais c'est un sujet extrêmement important, comment on réagit quand des membres de notre communauté s'en vont. Ils s'en vont pour une autre ville, pour un autre modèle d'assemblée, ou même, euh, pire, dans une autre assemblée dans notre propre ville. Il peut y avoir beaucoup de raisons, en fait, et puis tout autant de réactions différentes. Mais je trouve que c'est toujours un bon test par rapport à notre positionnement à nous. Pour qui et pourquoi est-ce qu'on est dans cette communauté? Pour qui et pourquoi on investit du temps, de l'énergie, peut-être des finances, des moyens personnels dans la vie des autres? Et puis ces gens s'en vont. Alors,
Mais en fait, c'est un bon test de savoir si on a investi pour Christ et pour son royaume ou pour notre petit royaume à nous. Euh, Est-ce que j'ai investi dans la vie d'un autre disciple de Christ? Et puis, malgré, ben, obligatoirement, hein, tu en as parlé, ces pincements au cœur qui sont inévitables quand il y a une séparation. euh, Est-ce que je suis totalement bouleversé par ce départ ou est-ce que je me réjouis de ce que moi j'ai pu semer, puisse aller se semer ailleurs pour le royaume? Ou alors, est-ce qu'à chaque fois, je vis cette rupture comme des échecs personnels? C'est des questions très importantes et qui vont parler de comment on vit les choses en réalité et comment on se positionne par rapport à notre communauté en vrai. Euh, je ne nie pas aussi, il y a des fois des histoires, il y a malheureusement des sujets de trahison, d'abandon. On peut et on risque de passer par là. Mais si chaque départ est systématiquement vécu comme un échec ou comme une trahison, euh, moi, je pense que c'est un signe que nous sommes et que notre communauté est en danger. Parce que ça veut dire qu'on ne se positionne plus comme disciple de Christ qui sert son épouse d'une manière désintéressée, mais comme si en quelque sorte elle nous appartenait. Et, et c'est terrible. Je vais même utiliser un mot qui est encore pire que ça. C'est que si je commence à penser ou à agir comme si ma communauté m'appartenait, non seulement c'est une erreur, mais en plus c'est de l'adultère. Puisque, Porte parole, porte parole. Mais pu- je trouve, c'est bien. Oui. puisque, puisqu'en fait, cette communauté ou cette assemblée, elle est membre du corps de Christ, mais membre de l'épouse de Christ. Et imaginez que quelqu'un commençait à penser ou à agir comme si votre conjoint ou votre conjointe lui appartenait. Voilà, tu parlais de jeter des pavés dans la mare ou de Non, mais c'est piquer très bien. un peu. Aujourd'hui, c'est Moi, mon tour. non, mais c'est très bien. Merci. Et j'aurais dit, oui, moi, je confirme cette façon de voir. Euh, je pense à la forme d'église de ces nouveaux lieux communautaires, elle devrait avoir l'avantage, parce qu'en fait, tu peux pas grandir, enfin, d'un point de vue de logistique, en tout cas dans le 21e siècle, ça devient compliqué. Je veux dire, dans la communauté du Vieux-Manoir, on est 20 adultes, une trentaine d'enfants. Au niveau bâtiment, c'est déjà énorme. Et vu que cette forme est quand même assez attirante ou attrayante pour plein de gens, tu ne peux pas juste, tu vois, t'en mets plus et puis tu rajoutes une rangée de chaises, une deuxième rangée de chaises, une troisième rangée de chaises, puis c'est cool. Ouais. Ça devient compliqué. Donc, à la place de dire, bon, bah là, on construit, je sais pas, on construit notre méga mall, Mhm. mais dans ce cas, tu perds tout ce qui est les caractéristiques très appréciées souvent de cette forme d'église, tu les perds. Ouais. Dans ce cas-là, tu n'as pas le choix. Il va falloir laisser partir des gens. Mhm. Et je pense c'est là où je dis peut-être cette forme d'église, elle peut même être un peu un encouragement, un exemple pour d'autres formes, de se dire mais oui, ok, tu grandis, puis au bout d'un moment tu dis bon voilà, on y est arrivé, on sature. Dans ce cas-là, la réponse c'est pas ben on reste entre nous, parce que l'église en fait elle est centrifuge, Mhm. elle n'est pas centripète. Respectivement, Mhm. le centre c'est le Seigneur, mais le Seigneur il bouge, c'est ce qui nous énerve souvent d'ailleurs. Hein, Jésus a toujours été en chemin, ça a énervé tout le monde. L'Éternel, avec Israël, il a souvent été en chemin, ça a énervé tout le monde. Il voulait rester, mais il a bougé. Ouais. Aujourd'hui, les Juifs sont encore aujourd'hui en train de faire la garde du tombeau de Moïse, s'ils savaient où il était, tu vois. Puis il les avance. Et il avance, et moi je pense ici, ce dont toi tu parles, c'est un élément clé. En tant qu'Église, E majuscule, on est appelé à transformer la société. Et pour Mhm. ça, il faut bouger. Je veux dire, sinon, on se transforme, on est du sel dans une pâte, tu vois. Et j'ai l'impression, souvent, on est du sel, enfin, dans un. T'appelles comment ces pots là où tu mets le sel? Enfin, c'est pas un salier, je sais Une pas. salière. Une Une salière, salière. voilà, une salière. On est du sel dans une salière. Et ça, c'est plutôt indigeste. Enfin, ça se boit pas, ça se mange pas. Tu Mhm. vomis si tu fais ça. Ouais.
tu prends quelques graines de sel, hein, quelques grains de sel, et tu les mets sur ta pizza ou autre, et là, c'est magnifique. Mais mhm, pour vivre ça, ça signifie qu'il faut bouger. mhm, Et c'est ce que tu dis, je le partage entièrement. Et je pense que c'est hyper difficile. Alors, c'est difficile, quelque part, c'est compréhensible. Tu as mentionné des points, je rebondis juste là-dessus. Tu as investi dans des gens, mhm, tu as envie de les garder, mais c'est comme avec un enfant. Tu as envie de garder tes enfants sous ton toit ad aeternum. Moi, je ne pense pas que c'est dans la volonté du Seigneur. Je ne pense pas qu'ils vont ouais, se développer en tant qu'adultes mûrs et épanouis. Ils vont devenir un truc bizarre. mhm, Il faut les laisser aller et refonder eux-mêmes leur famille. Ça signifie pas couper les ponts et dire moi je te parle plus jamais si tu pars. Non, justement pas. Ça signifie on garde, mais la relation elle change. mhm, Et pour des pères comme moi qui ont des filles maintenant entre 17 et 23 ans, ben, je me trouve confronté à cette situation où elles ramènent des gars. Je me dis non mais attends, mais l'objectif que Dieu a donné est clair. Elle doit fonder une nouvelle famille. mhm, Je vais pas les couper, ça va rester mes filles. Je vais avoir plein de, enfin je les ai déjà maintenant, plein de garçons qui, qui circulent enfin, dans chez nous à la maison. Mais la famille, elle a été créée pour en refonder ailleurs une autre. ouais, Connectée peut-être, mais c'en est une autre, sous un mhm, toit. ouais, Et ça, cette pensée dans l'Église, on l'a fortement perdue. Donc, ouais, parce qu'on a investi, puis ça coûtait de l'argent, puis c'est hyper sympa. Puis si tu sens l'Alléluia à 10 ou tu le sens à 200, c'est pas la même chose. Enfin, tu vois le truc. Puis ensuite, tu as la dîme. Plus tu as de gens, plus tu as... Non, bref, je vais pas me creuser mhm, là-dedans. Mais, tu vois, donc, ce que toi, tu mentionnes, je pense, c'est clé. Et là, peut-être pour boucler un peu la boucle, je pense que le frère ou la sœur à la porte peuvent jouer un rôle clé. C'est des gens qui doivent être aussi bien à l'aise ou aussi aisés à accueillir, mais pas dans le sens shalom frère, ce qui fait peur à tous les non-chrétiens enfin, de cette terre. Hein. C'est comme ça que j'ai failli perdre mon épouse d'ailleurs. Excuse-moi, là, c'est une anecdote qui me passe par la tête. Mais mon épouse, quand je l'ai rencontrée et qu'on était enfin, ensemble, elle n'était pas du tout chrétienne. Et bien sûr que je voulais la faire découvrir des églises. Puis mal m'a pris, parce qu'elle a été choquée par la culture enfin, de ces chrétiens. Et une des expériences les plus terribles, je me rappelle, parce qu'on était nouveau dans une région de Toul, je ne connaissais pas, vu que je venais de Genève, donc je faisais le tour des églises pour découvrir. Et je l'amène dans une église, et tu as le frère à la porte, au sens littéral, fait partie du comité d'accueil, bien accueillir les visiteurs. Bah, il me salue, et il me dit Shalom frère. Puis bon, bah, moi je rentre, ça ne m'a pas choqué outre mesure, et puis je prends ma place, puis je me retourne, puis je vois plus ma copine. Je me dis, mais pétard, elle est où? J'ai dû la louper. Puis bon, j'attends un petit moment, puis je vois que l'église, enfin le lieu là, il se remplit gentiment, mais ma copine, elle n'est pas là. Donc je me suis levé, je suis ressorti. Puis je la vois de l'autre côté de la route, en train d'attendre. Puis j'ai dit, mais t'arrives quoi? Puis j'ai dit, mais quand je suis rentré derrière toi, le gars, il me dit, shalom, sœur. D'abord, c'est quoi ça, shalom? Je comprends même pas le terme. Puis comment sœur? Mais enfin, donc elle était choquée, culturellement. Donc elle a fait demi-tour, puis elle s'est dit, ciao. Excuse-moi, je referme la parenthèse. Donc, je ne parle pas de ce portier, de ce frère à la porte qui fait partie du comité d'accueil, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais vraiment les gens qui sont responsables du processus. Comment est-ce que quelqu'un commence à faire partie d'une famille spirituelle? mhm, mhm, C'est hyper important. Si des gens qui ne connaissent pas Christ rentrent à l'intérieur d'une église, mais ils sont complètement paumés, malheureusement souvent. Donc il y a besoin de développer cette dimension de famille spirituelle et d'avoir des gens qui, comme un père ou une grande sœur peut-être, leur expliquent un peu le pourquoi du comment. mhm, Et aussi pour les gens qui quittent. Pas uniquement qui quittent parce qu'ils en ont ras-le-bol, mais qui quittent parce que Dieu les appelle plus loin. Parce qu'ils ont une mission de fonder, de créer eux-mêmes quelque chose. Je pense que ça, c'est important. Merci mhm. d'avoir rebondi là-dessus, même si tu as jeté un pavé dans la mare. Mais c'est bien. Sinon, il faut de l'eau vivante. Ça marche. Du coup, les devoirs, là, tu nous les as presque tous donnés au fur et à mesure. Tu nous as invité à nous poser la question de qui était responsable de la porte, quel est le processus pour rentrer, quel est le processus pour sortir. Est-ce que, il y a d'autres questions que tu aimerais nous inviter à se poser sur ces questions-là? J'aurais dit, c'est trois questions essentielles que tu as Mhm. mentionnées. Pour rajouter ce qu'on avait discuté tout au début, c'est plutôt le côté de l'hospitalité.
Ouais, Comment gérer l'hospitalité dans le contexte, en tout cas, d'une église communautaire sans s'épuiser. ouais. Ça, c'est important. Et puis, le côté, quand même, que toi, tu avais mentionné, comment protéger, j'aurais dit, l'espace de confidentialité Mhm. de la famille, mais Oui, aussi d'une communauté, d'une église, dans un contexte aujourd'hui plus large. Je rajouterais ça, mais sinon, on y est, c'est ça. Cool. super. Eh ben, merci Marius. Et puis bah, du coup, semaine prochaine pour la dernière des pièces ou des lieux. Il en reste un. Ouais, me réjouis. Ça marche. Au revoir. Merci beaucoup Marius. À bientôt. Ciao, ciao, David.